in jail. I might be anywhere. But when I leave, you can remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary. And you're going to have to keep on saying that. You're going to have to say that I am a proletarian. I am the people. I'm not the pig. You got to make a distinction. Otep à tous et bienvenue dans l'Éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des Noirs de la diaspora européenne. Dans cette vidéo, j'ai décidé de réagir au documentaire que j'ai vu récemment sur Arte, sur les Black Panthers. Il faut savoir que Arte, ils n'ont fait que republier un documentaire. En fait, c'est un documentaire qui avait été réalisé par Stanley Nelson. En fait, le titre, c'était The Black Panther, Vanguard of Revolution. Et ça raconte vraiment l'histoire vibrante du mouvement des Black Panthers et dans les années 1960. Et ça souligne vraiment le rôle qu'a eu les Black Panthers dans la société et l'impact au niveau de la culture, de la politique, des droits civiques en fait. Et franchement, ce documentaire, je l'ai regardé, je l'ai dévoré en un temps record. Tellement il était intéressant. C'était un document vraiment immersif avec des images d'archives. En fait, on se sentait vraiment plongé à l'époque de la formation du mouvement Black Panther. Donc j'ai eu envie de réagir à ce documentaire dans cette vidéo et j'ai également eu envie en fait de le vulgariser ici sur ma chaîne et d'en parler parce que dans ma vidéo précédente j'ai donné ça comme exemple dans ma vidéo sur la solidarité. J'ai donné certains exemples concernant les Black Panthers quand ils sont mis ensemble, la force qui en a émané de cette cohésion. Dans cette image, en fait, vous voyez les trois membres fondateurs des Black Panthers qui se font un peu engloutir, noyer par la pieuvre en fait, la pieuvre qui représente le FBI, qui représente en fait une espèce de parasite, qui représente en fait l'Occident colonial. Quand je regardais le documentaire, surtout la deuxième partie, j'ai trop eu l'impression que les Black Panther mouvement a été infecté à l'image d'un parasite qui infecte de l'intérieur, qui rentre dans ton corps, etc. Je vais vous définir qu'est-ce qu'un parasite. Donc, un parasite, c'est un organisme vivant aux dépens d'un autre organisme appelé hôte, qu'il infecte ou colonise. Tout est dit, on est d'accord, qu'il infecte ou colonise. Le parasite tire profit des ressources de l'hôte, nutriments, espace, etc., pour se développer, souvent au détriment de la santé ou du bien-être de ce dernier. Est-ce que c'est parlant? Vous comprenez? En fait, quand je regardais ça, c'était vraiment l'image qui me venait par rapport en fait à la société noire en général, que ce soit en Afrique, que ce soit dans la diaspora. On a l'impression qu'on s'est fait parasiter depuis tellement longtemps et je trouve que la relation justement qui lie l'Occident colonial à l'Afrique, c'est vraiment, ou aux Africains en général, même quand ils sont dans la diaspora, c'est cette relation de hôte et parasite. Comment le parasite arrive à infecter son hôte, celui qui l'accueille dans son organisme. En fait, le parasite va pénétrer dans ton corps via ingestion. Ça va être par exemple de l'eau contaminée, des aliments contaminés, les piqûres d'un insecte qui est déjà également contaminé, ou voilà, en touchant quelque chose qui est contaminé par les voies respiratoires. En gros, il y a énormément de moyens d'être contaminé par un parasite. Une fois que le parasite entre dans ton corps, il va circuler dans le corps jusqu'à ce qu'il trouve son endroit, le coin où il se sent le mieux. Voilà, il va dire, bon voilà, j'ai circulé en Afrique, partout, c'est l'Afrique du Sud qui m'intéresse. Ou c'est les ports, parce que là, il y a le port. Bon, en gros, il trouve un endroit, il se sent très bien. Et pour revenir au parasite, en fait, ça va être le cerveau, le sang, etc. Selon les nutriments qu'il a besoin, en fait. Il va cibler un organe, une partie du corps dans laquelle il va s'installer. Il va s'attacher à un tissu vraiment voilà, qui lui convient. Et de là, il va commencer en fait sa vie de parasite. Et pour cela, il va commencer à manger
tous les nutriments, en fait, à aspirer les nutriments que l'autre va ingérer, c'est-à-dire que toi tu ingères, donc le parasite va commencer à prendre en fait toutes tes richesses, à prendre tout ce que tu produis, tes enfants, tes femmes, tes hommes forts, etc., tes hommes intelligents, tes femmes intelligentes, etc. Il va commencer à se les approprier, n'est-ce pas? Il va commencer à s'approprier tous tes nutriments, tout ce dont tu as besoin pour fonctionner. Et ensuite, il va commencer également à se multiplier parce qu'ils s'y sent bien, voilà, il n'a pas trop à travailler parce qu'il n'a qu'à juste voler ce qui t'appartient. Et il n'a qu'à juste en fait se servir de tes efforts en fait à toi. Et donc il va commencer à se reproduire parce qu'il est bien, parce que voilà. Et donc forcément tu vas commencer à être faible parce que les nutriments ne servent pas ton corps, ne vont pas te donner de l'énergie à toi. Ça donne de l'énergie au parasite qui se reproduit. Et quand il se reproduit, ça fait que toi tu as encore besoin de peut-être manger plus, etc. Parce que si on parle par exemple le parasite du ténia, le ténia c'est un ver solitaire qui va rentrer dans le corps de la personne et la personne a tout le temps envie de manger parce que le ténia en fait s'accapare de tous ces nutriments. Le parasite va également commencer à produire des toxines dans le corps de l'hôte pour l'affaiblir également. Et donc, l'hôte va commencer en fait à produire des réactions immunitaires pour se défendre en fait contre ce truc-là, qu'il sent que voilà, ça ne m'appartient pas. Mais en même temps, ça ne t'appartient pas, mais en même temps, tu le fortifies. Tu vois, il n'est pas de toi, mais tu le fortifies parce qu'il capte tes aliments, il capte tout ce dont tu as besoin en fait pour pouvoir te défendre de lui. Il les prend déjà, donc c'est compliqué pour toi de devoir combattre ce parasite-là. Vous voyez, c'est vraiment très, très pervers la nature. Hein. Vraiment, l'homme, il observe la nature avant d'agir, je pense, sur ses compères. Et donc, toi, tu es là en train de souffrir, avoir des réactions immunitaires, avoir des guerres de partout, ah, t'as le petit nez, t'as le gros nez, machin truc. Le parasite commence à créer tout ça là dans ton environnement, ok? Il crée tout ça là. Et toi, tu es là, tu es affaibli parce que de tous les côtés, tu es bombardé. Et en même temps, on prend ta force, on prend ton énergie, tu ne peux pas agir. Et donc, le parasite peut même commencer même à manipuler tes comportements. Des scientifiques ont mis en évidence, par exemple, que le parasite de la toxoplasmose, en fait, vous voyez, c'est le parasite qu'on dit que les femmes enceintes peuvent attraper. Donc, il faut pas manger des crudités, etc., des salades, des tomates, enfin voilà. Et parce qu'en fait, c'est un parasite. Ils ont fait les expériences sur les rongeurs. Apparemment, la toxoplasmose pouvait manipuler le comportement des rats. Ok? Et donc, on s'est dit que si ça peut manipuler les comportements des rats, peut-être qu'au niveau du fœtus, dans son développement de son cerveau, si tu l'attrapes en tant que femme enceinte, eh ben, ça pourrait également peut-être influencer les comportements de ton enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand tu es enceinte, l'une des premières choses qu'on te dit, arrête de manger la crudité, des viandes pas crudes, des viandes pas cuites, des salades, tomates, etc. Parce que une fois que tu chopes ce parasite, tu commences, il te réduit clairement en esclavage. Ok? Il te réduit clairement en esclavage et une fois qu'il t'a utilisé et que le parasite a utilisé tout ce dont il a besoin, etc., et que voilà, il s'est reproduit à souhait, maintenant il a encore besoin d'aller conquérir d'autres espaces. Et donc, il va décider, bon, il est peut-être temps que je quitte ton corps, maintenant que je suis bien, j'ai créé ma colonie chez toi. Donc, à un moment donné, soit par des excréments, il va choisir de sortir, il va migrer vers l'endroit où il a envie de sortir, ça va être par pipi, excréments, etc., etc., Et pour que ce soit facile, en fait, le parasite va vraiment modifier ton comportement pour que tu facilites sa sortie. Il y a des parasites même qui tuent, il y a des parasites qui te tuent une fois qu'ils ont envie de sortir. Ensuite, la relation hôte-parasite, comme je l'ai dit, dans la nature, en fait, la relation hôte-parasite est une interaction biologique dans laquelle un organisme, le parasite, vit aux dépens d'un hôte. Souvent, sans le tuer directement dans un premier temps, tant qu'il a besoin de lui et de ses ressources. Et le parasite utilise l'hôte pour se nourrir, se reproduire ou se protéger, affaiblissant ainsi l'hôte de façon chronique. Cette relation est non consentie. Elle est subie par l'hôte parce que parfois l'hôte ne se rend même pas compte en fait qu'il est parasité. Il ne se rend pas compte qu'il y a un parasite qui est venu, parce que le parasite il est très très malin, qui est venu en fait, qui est en train de l'exploiter. En fait. Bon, comme je vous l'ai dit, en regardant ce documentaire, je pensais parasite. Puis, si l'on transpose cette relation
au monde socio-géographique, historique, politique. En fait, on peut comparer ici, voilà, moi j'ai pensé une pieuvre avec plusieurs bras, parce que en fait, l'Occident colonial, c'est plusieurs pays. Vous voyez, l'Amérique, l'Angleterre, etc., etc. C'est les dirigeants comment dire, c'est les dirigeants vraiment vénaux, capitalistes de ces pays-là que j'ai représentés ici en fait comme des pieuvres. Donc, qui viennent, qui pillent l'or, le cacao, en fait, qui viennent vraiment parasiter l'Afrique, l'affaiblissent et ensuite prennent tous ces nutriments. Vous voyez, tout ce qu'il a besoin pour lui, ils les prennent à très, très, très bas prix. Donc, en fait, ça fait tellement longtemps que la communauté noire a été parasitée en fait par le monde occidental et par exemple pendant l'esclavage ça a commencé par l'exploitation en fait de la main d'œuvre noire pour bâtir les richesses en Europe tout en appauvrissant l'Afrique en volant les ressources, en détruisant. À l'époque le concept écologique n'était pas du tout d'actualité. Quand il s'agissait en fait de rendre riche l'Europe, à ce moment-là le concept écologique ne l'était pas, mais quand on voit que d'autres pays commencent aussi à émerger comme les pays asiatiques etc. et certains pays africains, là tout d'un coup comment faire pour freiner? Allez penseurs, mettez-vous en place, réfléchissez, ah ben tiens, on va sortir la conscience écologique, ok? On va commencer à et tout le monde doit signer ce traité de la conscience écologique pour être sûr que les autres, ils vont pas nous rattraper, tout simplement. Ils vont pas avoir autant de puissance que nous et ils ne vont pas commencer également à reproduire ce que nous avons produit depuis des années. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais l'histoire la plus récente qui s'est produite, c'était vraiment la colonisation de l'Australie par l'Angleterre. C'est d'une sauvagerie extrême, mais vraiment. Et c'est vraiment un parasitage vraiment très très virulent, un parasitage qui a été très violent. Et donc les aborigènes aujourd'hui se retrouvent sans repère. Sans repère parce que leurs croyances, le lieu saint et tout ça là, ça a été complètement détruit. Aujourd'hui, on les traite de des arriérés, ils sont bêtes, ils sont si, parce qu'on a détruit tout ce qu'ils avaient besoin en fait. Et donc forcément, mentalement, quand le parasite dépose ses toxines dans ton corps, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es plus conscient de qui tu es et tu commences à avoir des comportements un peu destructeurs, autodestructeurs. Je sais que beaucoup de dirigeants cachent la réalité à leur peuple et ils prennent des décisions contre l'avis de leur peuple. Donc, je ne mets pas tout le monde dans le même panier quand je parle de mes vidéos, quand je parle du colon, du parasite, de la pieuvre, etc. C'est là, je ne vois pas n'importe quel blanc dans la rue en disant, ouais, mais c'est toi le fautif. Je suis très consciente que c'est pas tout le peuple qui participe à cela et je suis très consciente que les vérités, les réelles vérités sont cachées. Heureusement, maintenant, avec l'avenue des réseaux sociaux, tout le monde commence à un peu mieux voir, en fait, les manipulations du système parce que moi, j'ai pas l'impression que je suis, comment dire, un blanc lambda, pour moi, il est autant manipulé que les noirs. Vous voyez, il est autant parasité. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vis dans un système où tout ce que on te taxe, déjà, pour moi, c'est toujours un système d'esclavage, de féodal, etc. C'est que quand tu es une personne moyenne européenne et que tu travailles, déjà, on te coupe. Dans la majorité des pays, on te coupe déjà la moitié de ton argent et tout ce que maintenant tu vas commencer à acheter, ordinateur, machin, truc et tout, on te taxe encore sur un argent qui a été taxé. Et ensuite, le jour où tu veux par exemple donner, c'est ce que tu as travaillé toute une vie pour donner à tes enfants, on te taxe encore sur l'argent avec lequel tu as acheté ton bien ou tes biens, c'est de l'argent qui a déjà été taxé. Mais on va encore te retaxer. C'est que et le problème, c'est que j'ai appris aussi récemment que le concept de blanc et de noir n'existait pas avant. En gros, il n'y avait pas spécialement cette division raciale. La division raciale s'est faite à partir du moment où, une fois que l'esclavage, les dirigeants, on va dire, les pieuvres, une fois que l'esclavage a été aboli, ils ont eu peur que cette minorité entre le prolétariat, donc la classe basse, la classe moyenne, la classe pauvre, la classe moyenne européenne, et les esclaves, en fait, ils avaient peur qu'ils s'allient. Et le fait qu'ils aient peur qu'ils s'allient a commencé à se dire, il faut qu'on trouve une idée là pour que ces gens-là se détestent et se tapent dessus pendant que nous, on sera en train de les taxer et créer des lois pour qu'ils ne puissent jamais rejoindre le club des capitalistes comme nous.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les races, ils ont commencé à faire des divisions pour que tu te dises, ah, Bouchra, si elle porte le voile, eh ben, elle n'est pas mon amie, il faut que j'ai peur d'elle. Ça, c'est des trucs futiles. Pourquoi? Pour que, et l'autre là, ah, il a la peau foncée, donc moi, je me sens supérieure dans cette hiérarchie des races là, je me sens supérieure, donc eux, moi, on fait pas partie de la même team. Parce qu'ils savent très bien que si entre prolétaires, on commence à se mettre tous ensemble et qu'on commence en fait à réellement se mettre face à eux, à dire les gars, ce que vous faites là, c'est pas bien, c'est pas normal que vous tapez des salaires à 15, 20, 30 000 cas mensuels et que malgré que vous êtes en train de vous taper ces énormes salaires, ces gros écarts, vous passez dans des assemblées, vous passez votre temps à somnoler, à dormir et en plus, vous soutirez encore de l'argent. Tous ces chefs d'État-là, ils volent. Tu te dis, mais comment avec un salaire pareil, tu arrives quand même à voler? Alors c'est toi qui fais les lois. C'est toi qui interdis. Encore le cas de Marine Le Pen récemment. La femme, elle a quand même un salaire conséquent. Pourquoi elle a encore besoin d'aller voler? Voler qui? Nous. Nous, les travailleurs, les prolétaires. Et donc, à un moment donné, quand les Gilets jaunes ont essayé, hein, on les a massacrés. On les a massacrés. Là, tu te sentais bien que tu n'étais plus en démocratie. Hein. Le président, à l'époque, il a bien montré que... vous croyez que c'est en démocratie, les gars? Allez, abattez-moi tout ça. La police s'est mise à les fouiller, à les chercher, à être ultra violent avec eux. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Rien du tout. Toi, ton problème principal, c'est que Fatoumata a le voile. C'est le burkini dans la rue. Tout ça là, avec la colonisation, ça a été fait en Afrique. Si vous commencez à lire, à vous éduquer, à comprendre comment le monde va, vous comprenez juste que toutes ces choses-là qui sont utilisées aujourd'hui pour nous diviser, etc., ça a déjà été utilisé quelque part ailleurs. C'est des scientifiques qui ont déjà tout pensé, tout écrit. Et ces chefs d'État, ils recyclent juste, ils recyclent. C'est vraiment très important de se renseigner sur l'histoire et de l'apprendre. Donc voilà. Donc, depuis la colonisation, l'Occident agit comme un parasite vis-à-vis de l'Afrique. Il pille ses ressources. Son or, son pétrole, son coltan, etc. Voilà, il a pratiqué pendant des siècles l'esclavage transatlantique et l'extraction de millions d'hommes et de femmes, etc. pour de la main-d'œuvre gratuite et maltraitée à souhait. Et voilà, toutes les expériences scientifiques qui ont été faites, bon bref, on passe ce truc-là qui a été très, très, très dévastateur pour la communauté. Et donc, la colonisation mentale, donc forcément, on a détruit les langues, les religions, le système éducatif, les transmissions orales. Et ils ont également imposé un modèle politique, économique et culturel étranger qui n'est pas nous. Les Noirs ne sont pas capitalistes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas en fait à s'en sortir dans un monde. C'est comme si tu demandais à un poisson d'aller vivre sur un arbre. À un moment donné, il faut qu'on se rende compte qu'on n'est pas fait pour ce système-là. Ce n'est pas fait pour nous. Je veux dire, Dieu aime la diversité. Il y a des plantes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les plantes dans ma maison. Et je veux dire, la plante ici derrière moi, elle n'a pas le terreau. Même le terreau, il est différent. Le terreau est différent, par exemple, des autres plantes que j'ai là-bas, d'une autre plante que j'ai là-bas au-dessus. Donc, forcément, c'est des terreaux différents. C'est des besoins différents. On va pas, si tu commences à donner un terreau à une plante qui n'est pas, qui ne s'épanouit pas dans ce type de terreau, eh ben, elle va mourir. Elle va pas s'épanouir, elle aura tout le temps l'air faible, affaiblie, etc. C'est comme un poisson, tu lui dis, eh ben, commence à grimper dans un arbre, le poisson, tu vas dire, mais le poisson, il est nul. Mais franchement, comment le poisson peut être aussi nul? Mais fous-le dans l'eau, après tu verras. Mets-le dans son univers naturel. Et là, le truc, c'est ça, c'est que le parasitage a complètement déréglé nos comportements. On n'est plus conscient que on n'est pas fait pour un système capitaliste. Le capitalisme, on l'avait besoin, on l'aurait créé depuis. La plupart des Africains, ils ont créé des choses qu'ils ont besoin chez eux. On n'a pas besoin d'avoir des maisons en briques, on a besoin d'avoir des maisons en terre cuite, en argile. Et c'est ça qui fonctionne avec nous. Donc, venir dire, ah ben, vous n'êtes même pas capable de construire des maisons en ciment, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. J'ai été dans des villages l'année dernière au Togo et franchement, leur maison, c'était vraiment de l'ingénierie. Ils ont fait tout ce dont ils ont besoin. Ils avaient besoin des greniers pour pouvoir sécher les aliments, etc., etc. La manière dont ils ont fait, c'était d'une manière pour que les oiseaux ne puissent pas entrer et prendre, mais tout en laissant sécher, en fait, les aliments qu'ils avaient besoin de sécher, les graines, etc. Tout ça, c'était pensé parce qu'ils en avaient besoin. Mais ce dont tu n'as pas besoin, tu ne penses pas à le créer. Donc, il est temps qu'on commence à réaliser ça et qu'on change de comportement parce qu'on se dit, c'est le parasite qui veut nous faire croire qu'en fait, on est derrière
on est les derniers de la classe parce qu'on n'est pas capable d'être aussi capitaliste et aussi cruel que eux en fait. C'est la cruauté tout simplement, parce que aller décimer des populations, pour moi, c'est pas faire preuve d'intelligence. Je le dis et je le redirai toujours. Aller décimer, être des criminels, être des personnes machiavéliques, pour moi, c'est pas une preuve d'intelligence. Mais comme c'est eux qui détiennent la narration, bien sûr qu'ils vont valoriser toutes ces choses-là, en fait, qui sont complètement inhumains. Ces actions inhumaines. Ben, tu sais, nous, on a massacré, nous, on est forts, nous, on tue, nous, on vient, on pille. Donc, on a décidé qu'on est les plus forts. Bon, à force d'être parasité comme ça, eh ben, l'Africain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu son essence. Comment l'Africain perd son essence? Donc, la domination occidentale, elle a conduit à une aliénation mentale, un rejet de soi, la glorification du mode de vie à l'occidental. Ok? Donc, monsieur ici, en pingouin, qui s'en va être l'esclave des Occidentaux. Donc, une dépendance économique structurelle, impossibilité d'autonomie. C'est pas que... Enfin... Oui, on va dire que l'impossibilité d'autonomie pour le moment, c'est parce qu'on veut trop se calquer à un modèle qui n'est pas fait pour nous. Il faut qu'on arrête juste de vouloir se calquer à un modèle qui n'est pas été dessiné, qui n'est pas destiné à nous. La spiritualité brisée, abandon des croyances ancestrales au profit des celles du colon. Voilà, ça, je dis rien. Et beaucoup de gens aussi, ça fait partie des systèmes de division que les parasites ont créé pour que nous on se tape dessus. Ah, toi t'es musulman, moi je suis chrétienne, moi toi t'es. Et donc forcément vous faites la guerre, vous n'êtes pas en train de regarder comment ces gens-là sont en train de vous rendre esclaves en fait. Et vous n'avez pas le temps d'organiser. Votre cerveau il est tout le temps pris. C'est comme quand vous savez, quand j'étais étudiante, je me suis rendu compte que quand tu es étudiante et quand tu es pauvre, il se passe un truc. C'est que tout ce qui est aide sociale, c'est des choses qui te prennent ta journée. Ils sont lents. Et en fait, c'est pour que ton cerveau soit toujours dans l'inquiétude des trucs débiles. Tu as les besoins de base. Une fois que tu es tout le temps en train d'être pris, manger, boire, machin, combien de fois le CPS ou le chômage te coupe comme ça là, pour un bête truc. Vraiment pour un bête truc. Alors que les riches, ils sont là, ils fraudent. On met 10 ans à les juger. Ils font tellement des dingueries, ces gens-là, que tu te dis... Moi, pour 800 €, vous êtes en train de me casser les pieds pour 800 €, alors que tu as des gouverneurs là, eux-mêmes qui font leur loi là, ils te détournent des millions, des milliards d'euros là. Il n'y a personne qui leur dit rien. Et c'est facile, c'est easy, ça passe crème. Tandis que toi là, tu dois te dépataucher dans des sables mouvants là, parce que tu es pauvre et parce qu'on n'a pas envie que tu commences à trop réfléchir, que ce soit facile pour toi. Et donc, une fois que c'est facile pour toi, tu peux commencer à réfléchir à des projets plus grands qui vont te permettre en fait peut-être d'être au même niveau qu'eux. Ils veulent pas ça. Ils vont te laisser vraiment te dépatauger pour les problèmes de base. L'émergence d'une élite noire au service du parasite. Le néocolonialisme. Donc voilà, on connaît hein, ces élites noires là, nos présidents, nos pantins qui sont là pour pouvoir servir en fait les besoins du parasite. L'Afrique devient un instrument docile, un relais du parasite à force d'être tourmenté de l'intérieur. Ben voilà, tu finis par perdre ton essence, tu finis par perdre ta force, tu commences à être complètement au service du parasite. Qu'est-ce qui se passe quand un autre qui a été infecté depuis si longtemps commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. L'exemple des Black Panthers. Donc, les Black Panthers, en fait, se sont rendus compte dans les années 60 qu'il y avait un parasite qui était en train de les utiliser. Donc, le mouvement des Black Panthers, c'était vraiment un mouvement révolutionnaire qui a été créé en 1966 à Auckland par Huey P. Newton et Bobby Seale. Le Black Panther Party for Self-Defense ne se résumait pas seulement à des hommes en armes. Parce que oui, c'est vrai que de base, ils sont révoltés contre les violences armées contre le peuple noir. Et donc, ils ont également commencé à porter des armes parce qu'ils connaissaient la loi. Il y avait une loi apparemment qui disait que tout citoyen qui n'a pas commis des crimes aux États-Unis et qui est en âge légal, il pouvait également faire une demande de porter une arme.
Donc, c'était un mouvement de libération des Noirs qui était ancré dans l'autodéfense armée contre les violences policières, l'éducation politique des masses, des programmes sociaux concrets tels que la distribution des petits déjeuners gratuits, les cliniques, les transports, les écoles communautaires, la distribution des vêtements. Donc, en gros, les Black Panthers, ils voyaient que leurs frères étaient opprimés. Tous les jours, tu sortais dans la rue, tu avais peur. Voilà, quand tu étais noir, tu avais tout le temps la peur et tout. À un moment donné, il y en a un qui s'éduque parce qu'on les permettait pas de s'éduquer. Et alors, tu as Huey et Bobby Seale qui sont éduqués, qui commencent en fait à se dire, il y a peut-être moyen de se servir en fait de la loi pour pouvoir également nous défendre. Et de là, ils découvrent une loi qui dit qu'en fait, tout noir peut porter également des armes à condition qu'il n'ait commis aucun crime. Donc, sur base de cette loi-là, ils commencent également à faire des demandes de commencer à avoir des armes. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un policier qui venait dans les quartiers des Noirs, qui descendait, parce que c'est quotidien, qui descendait dans les quartiers des Noirs et qui tuait quotidiennement des Noirs, eh ben, eux aussi, ils ont commencé en fait à Oakland en 1960. Ils sont mis également à porter leurs armes et à montrer aux policiers que nous aussi on est armés, voyez. Et en gros, ils n'allaient pas tuer les policiers, ils étaient juste en mode, si il y a une interpellation de la police, ils se mettaient à côté là, à distance assez rapprochée pour que la police le voie, mais sans toutefois être en mode, on vient vous agresser à la police. En gros, on vous voit. Si vous tuez notre frère de manière abusive, nous aussi, il y aura des morts de votre côté, tu vois. Genre, un truc de dissuasion. C'était vraiment pour de la dissuasion et pour que les Noirs ne puissent pas toujours être des cibles faciles, en fait, pour le gouvernement américain capitaliste. Leur problème, c'était pas d'aller massacrer tous les Blancs par vengeance. Leur problème, c'était juste de se dire, nous, on veut juste s'occuper de notre communauté, leur donner à manger, leur donner des écoles décentes, leur donner de la nourriture décente, etc., etc. Donc, clairement, il n'était pas un mouvement violent. Il n'était pas du tout violent de base, il était juste en mode on va se défendre. Donc ici, une petite vidéo de la manière dont le climat qui régnait aux États-Unis au moment où les Black Panthers ont décidé de se créer. Relations between police and Negroes throughout the country are getting worse. One of the cities most troubled by animosity between police and Negroes is Oakland, California. On parlait sans cesse de liberté. Or, pendant toute cette période, être noir aux États-Unis, ça voulait dire ne jamais marcher dans la rue avec le même sentiment de sécurité ou avec les mêmes droits que les Blancs. Les policiers ne se comportaient pas différemment avec nous en Californie que dans le Mississippi. Ils ne nous traitaient peut-être pas de nègres à longueur de journée, mais ils se conduisaient exactement de la même façon. Ils nous passaient à tabac, nous braquaient leurs armes sur la tête. C'était ça notre quotidien. Quand j'ai rencontré Huey et Bobby, ils étaient en train de fonder une organisation d'autodéfense. On n'avait pas prévu de créer un mouvement à l'échelle nationale. On voulait simplement s'organiser de manière à régler le problème à Oakland. J'ai vu, ils voulaient juste s'organiser pour pouvoir réguler les problèmes de violence qu'ils subissaient tous les jours. Juste se défendre. Le but, c'était pas de commencer à attaquer les Blancs, d'accord? C'était juste de se défendre parce qu'on était fatigué du parasitage. Donc, contexte social, comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc il y avait également énormément de discrimination raciale systémique dans le pays, énormément de violences policières, de la pauvreté structurelle et une désillusion vis-à-vis des méthodes non violentes telles que celles que prenait Martin Luther King. Donc, I had a dream that black people and white people are living together. C'était pas le cas. Ok? Donc, on comprenait que même quand tu essaies d'être calme et que tu essaies de vivre en paix, on te tabasse. En fait, c'est comme quand tu décides d'être une victime dans une cour de récré. Ok? Quand tu décides que tu vas accepter, tu crois que le bourreau, là, il va se dire, ou même les femmes battues, ou même, en fait, dès qu'il y a un bourreau quelque part,
Dès que tu décides, même si tu te mets plat comme tapis là, que tu lui dis marche-moi dessus, c'est que le bourreau va être de plus en plus violent. Je ne sais pas pourquoi. Je pense même pas que ce soit humain. On dit oui, mais c'est humain, c'est pas humain. Moi, je pense qu'il y a vraiment des êtres qui ne font pas partie de cette terre, qui nous ont infiltrés et qui nous amènent à notre destruction. C'est pour ça qu'ils détruisent le peuple noir en premier. Pourquoi? Parce que nous, on vit en cohabitation respectueuse avec la nature. Je veux dire, quand j'étais dans les villages vraiment reculés là-bas au nord du Togo, ces personnes-là construisaient leur terre en fait avec du matériau biodégradable. Quand tu voyais des maisons qui s'étaient écoulées, eh ben, le matériel là, ils remettaient juste de l'eau dessus, l'eau de pluie, clac, 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 ils remettaient et ils reconstruisaient une autre maison avec juste de l'argile, des pailles, etc. Donc, matériel biodégradable et utilisable à l'infini. Ici, là, vas-y, détruis une maison et utilise le même matériel pour reconstruire une autre maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, nous, c'est ça notre philosophie, de vivre comment dire, en synergie avec la nature. Nous, la nature, on n'est pas là pour la détruire. Donc, on n'a pas ce côté capitaliste. On produit juste ce dont on a besoin et les gens critiquent ça. Mais ils produisent, ils ne pensent même pas au commerce. Ça fait pas partie de nous. Donc, tous ces gens-là qui viennent en Afrique disent, ouais, faites de l'argent, machin, qui font la promotion du capitalisme. Arrêtez de demander à des poissons d'aller marcher sur des arbres. C'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Bref. Et donc voilà, donc ils ont compris que voilà, le fait d'avoir la paix, vous imaginez, c'est aussi la même année, il faut dire aussi, pour faire la corrélation avec une vidéo sur Nelson Mandela, je crois aussi c'est dans les années 60 qu'il a été... qu'il a fait son discours radical, parce qu'ils ont compris après des années de subir, des siècles même, que dis-je, des siècles où on subit une violence qui n'a pas été méritée, une violence gratuite. Et que tu te dis, mais à chaque fois, je recule, mais l'oppresseur, il est jamais fatigué de m'oppresser, de oppresser mes femmes, mes enfants, etc. Là, il y a une partie qui s'est rebellée, donc les Black Panthers, Malcolm X, Nelson Mandela aussi, quand il a fait le côté Wisizwe, quand il a fait ce truc-là, le mouvement armé, c'était aussi, je pense, suite à cette violence qui ne s'arrêtait pas, parce que ces gens-là extraterrestres, ces capitalistes, veulent en fait détruire le monde tout simplement. Le capitaliste a créé le chaos partout et là maintenant il est en train de dire bon, maintenant qu'on a créé le chaos partout là, qu'est-ce qu'on va aller coloniser? On va aller parasiter quelle autre planète? Mars. Donc, voici les fondateurs. Donc, il y avait Huey Newton. Huey Newton, c'est un étudiant en droit et en sociologie. Donc, vous avez compris quand je vous ai dit, il a compris qu'il y avait une loi qui disait que si tu n'as pas fait commis de crime, tu pouvais porter une arme. Donc, je pense que c'était lui qui était l'instigateur de cette idée. Donc, c'était un étudiant en droit et en sociologie. Donc, il comprenait, voilà, tu comprends pourquoi il s'est révolutionné, pourquoi il s'est révolté. C'était un théoricien du mouvement influencé par Frantz Fanon. Donc, il était influencé par Frantz Fanon et Malcolm X. C'est quelqu'un de charismatique, de provocateur. Il développe les idées de self-défense armée contre les violences policières. Victime de plusieurs incarcérations, il devient un symbole controversé. Sa fin a été tellement triste, j'ai pleuré. Franchement, à ce moment-là, je pleurais comme un bébé. Donc ici, nous avons Bobby Seale, c'est un orateur très puissant, diplômé en ingénierie. Il est très impliqué dans l'organisation communautaire. Il coécrit avec Newton le programme en 10 points, une sorte de manifeste révolutionnaire. Donc, en gros, ce manifeste, ça va vraiment être les 10 points, ce que le Black Panther Mouvement réclame. Parce que le gouvernement va quand même essayer de les empêcher d'être. Mais en fait, ils vont dire non, voici ce que nous on veut vraiment. On attend du gouvernement américain. On n'est plus esclaves, on n'est plus machin, on est des hommes libres. Maintenant, depuis là, vous continuez à faire comme si on était toujours des esclaves, des sous-hommes, etc. Voici ce que nous on attend de vous. Ok, si vous avez peur, on va vous expliquer. Dans ce manifeste, programme en 10 points, il est dit que le mouvement des Black Panthers dit « We want freedom, we want power to determine the destiny of our black and oppressed community. » Ils veulent la liberté. Et ils veulent le pouvoir de pouvoir déterminer leur propre destinée en tant que noirs et communauté oppressée. We want full employment for our people. On veut du travail, des travaux, voilà, du vrai travail pour notre peuple. We want an end
to the robbery by capitalists of our black and oppressed community. En gros, ils en avaient marre que le capitaliste, en fait, les réduise en esclavage, ne les paye pas, les vole, en fait. C'est vraiment, tu vas travailler, tu es payé moins que rien. We want decent houses, fit for the shelter of human beings. En gros, nous voulons des maisons décentes qui sont vraiment adaptées aux besoins des êtres humains, tu vois. On veut pas des taudis tout le temps. We want decent education for our people that exposes the true nature of this decadent American society. En gros, ils voulaient juste de l'éducation, une éducation décente qui leur apprend réellement leur vraie histoire, leur rôle dans la société américaine et pas toujours le rôle d'esclave, en fait. En fait, je vais pas tout lire. En gros, ce qu'ils voulaient, c'est simplement qu'on les laisse se développer en paix. Ils voulaient juste quelque chose de pacifique. Il n'était pas marqué, vous allez jamais voir dans tout ce qu'ils demandent, ça a été publié en fait, voilà, dans leur magazine des Black Panthers. Ça a été publié, on veut juste donner des petits déjeuners à nos enfants, qu'ils mangent bien, parce qu'ils savaient que les enfants étaient beaucoup plus concentrés quand ils prenaient un petit déjeuner, quand ils mangeaient en fait à la maison avant d'aller à l'école, et ils donnaient des vêtements. En fait, ils voulaient juste montrer au gouvernement, il ne faut pas avoir peur de nous. Nous, on veut juste s'occuper des nôtres. Ok? Voilà ce qu'ils voulaient. Mais ce programme, il était vraiment strictement non violent. Il tendait juste à l'autodéfense, car tout comme leur emblème, la panthère noire, lorsqu'elle est attaquée dans un premier temps, en fait, elle ne réagit pas. Elle tente même de partir, mais si tu insistes beaucoup, c'est là qu'elle commence en fait à t'attaquer par mécanisme de défense face à un agresseur insistant. Donc c'est Yui qui l'explique un peu dans la vidéo, qui peut dire qu'en fait ils ont décidé de s'appeler les Black Panthers, à l'instar de cet animal qui n'est pas un animal qui va t'attaquer en premier, et c'est un animal, même quand tu l'attaques, il va back up, il va faire machine arrière, et après si tu commences à insister, c'est là qu'il va commencer à se défendre. Donc c'est pour dire, on n'est pas là pour vous attaquer. En gros, leur nom, la publication de leur programme, tout disait sur leurs instincts, qu'est-ce qu'ils voulaient. Et donc, ici, tu as aussi un autre fondateur qui est rejoint les deux premiers un peu plus tard. Donc, c'est Eldridge Cleaver. C'est un écrivain, ex-prisonnier, auteur de Soul on Ice. Il a rejoint rapidement le mouvement, devient le porte-parole et la figure radicale du mouvement. Radical, c'est un gros mot. Proche des mouvements révolutionnaires mondiaux, il pousse pour une confrontation directe avec l'État américain. Ok? Pas le peuple américain, l'État américain. Parce qu'il sait que c'est pas le peuple qui décide, c'est l'État. A revolutionary, and you're gonna have to keep on saying that. You're gonna have to say that I am a proletarian. I am the people. I'm not the pig. You got to make a distinction. Donc, pourquoi, malgré toutes les précautions, malgré comment le peuple a voulu prouver qu'en fait il n'était pas dangereux, pourquoi le FBI, le gouvernement, a quand même eu peur de ce mouvement? Pourquoi? Comme je l'ai dit, les Black Panthers, c'est un groupe qui était quand même armé. Pas pour tirer sur les policiers qui venaient dans leur quartier, mais pour les intimider principalement. Donc, ils patrouillaient dans les rues avec les armes à la main pour surveiller la police. Le mouvement a dénoncé vraiment le capitalisme, le racisme d'État et les guerres du Vietnam, en fait, où toutes les minorités se faisaient massacrer, se faisaient diminuer. En fait, le mouvement commençait à dénoncer et à soutenir. Également, il a fait peur au FBI parce que il a une implantation très rapide dans plusieurs villes. Et également, ils sont mis à avoir du soutien international, donc des alliances avec des mouvements révolutionnaires d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, et puis voilà. Et donc, ils avaient aussi des programmes sociaux puissants. Ils distribuaient des petits déjeuners gratuits pour les enfants. Ils avaient créé des cliniques communautaires pour soigner les Noirs parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans les endroits des Blancs. Éducation politique, soutien juridique. Donc, soutien juridique, ça vous rappelle quoi? Nelson Mandela, et cela gagnait le cœur du peuple. Ça inquiétait le gouvernement, un mouvement aussi pacifique qui voulait juste se défendre, qui a même porté le nom d'un animal qui n'attaque pas dans la jungle, qui se défend. Le FBI, il a pris peur de cela parce que le mouvement devenait populaire au cœur du peuple. Il a décidé de le détruire de l'intérieur tel un parasite. Alors, le FBI, via le programme COINTELPRO, lancé par J. Edgar
Hoover, oh, ce Hoover-là, vraiment, il m'a donné des palpitations. We want to make it clear to black youth that if they want to be revolutionaries, they will be dead revolutionaries. Comme je l'ai dit, le FBI via le programme COINTELPRO a mené une guerre contre le Black Movement Panther. Je me demande ce que ça veut dire COINTELPRO. Il faut que je check ça. Donc c'est contre-intelligence programme. Ça vous dit tout. Contre-intelligence programme. C'est pas contre bêtises ou contre rébellion ou contre terroriste programme. C'est contre-intelligence programme. Ok? Donc voilà. C'est Wikipédia qui le dit, hein. Et donc, il a commencé en fait à placer des agents infiltrés dans les sections locales du Black Panther, dont il y avait plusieurs villes. Il y en avait plus de 30, 40 aux États-Unis qui avaient des mouvements de Black Panther parmi, voilà, dans leur ville. Et donc, il a décidé de placer en fait plusieurs agents infiltrés dans ces sections locales. Les agents recueillaient les informations, créaient des conflits internes, faisaient circuler des fausses lettres, de fausses rumeurs, montaient les leaders les uns contre les autres. Par exemple, le FBI aurait envoyé une fausse lettre signée au nom de Bobby Seale à Eldridge Cleaver pour s'aimer la discorde entre eux. Et ça, par exemple, tu le vois dans le documentaire. Et ensuite, ils ont décidé de faire, de diviser les deux leaders, Huey Newton et Bobby Seale également. Ils ont foutu la zizanie parce qu'en fait, tous les deux avaient une vision un peu différente, qui se complétaient, mais une vision différente, parce que Huey, lui, voulait un ancrage local et communautaire avec des programmes sociaux solides et un travail de terrain. Bobby Seale, il voulait juste un développement plus structurel du mouvement. Le FBI, en fait, il a commencé à amplifier toutes leurs tensions jusqu'à créer une scission majeure et Cleaver va s'exiler en Algérie parce qu'il était condamné, il allait être emprisonné. Donc, il a dû fuir en Algérie. Algérie aussi, vous savez qui a été là-bas, c'était Nelson Mandela quand il a voulu faire la branche armée Umkhonto we Sizwe. Une fois que Cleaver s'est exilé en Algérie, il va rompre tous les liens avec Huey qui va se retrouver isolé, paranoïaque, on va même l'attraper et le mettre en prison. Et donc il va, une fois qu'il va sortir de prison, il va complètement changer. Il va commencer l'utilisation des drogues. Voilà, il est sorti en mode junkie. Et donc, il devenait ultra violent. Son combat n'était plus vraiment le combat des Black Panthers. C'était quelque chose de beaucoup plus... en fait, il remettait tout ce qu'on lui faisait, tout ce qu'on faisait à la communauté et qui se battait contre. En fait, il s'est mis à le reproduire auprès des membres du Black Panther Movement. Il commençait à être violent. Ça m'a tellement... Et c'est dit, ils l'ont détruit, ils l'ont parasité. Vous voyez, le parasite qui commence à changer les comportements. Mais vraiment, un parasitage qui a commencé même à changer le comportement de Huey. Huey qui était En fait, tu vois vraiment sa descente aux enfers une fois qu'il sort de prison. Quand l'infiltration ne suffit pas, le parasite, il tue. Fred Hampton, qui était un jeune leader prometteur de la section de Chicago, il va être exécuté dans son lit en 1969. C'est violent. J'ai vu ça, c'est violent. C'est violent. La police, le FBI va faire une descente là-bas. Ils vont le cribler de balles, le parti, qui n'était pas un parti violent. Qui commençait, voilà, qui voulait juste se défendre, en fait. Ils vont tuer d'autres membres, ils vont en assassiner d'autres, ils vont commencer la discrédibilisation médiatique de certains membres. Et... pour peindre en fait une image des Black Panthers comme étant des criminels violents, des extrémistes et des terroristes. Le mot est sorti. On a traité tous les chefs d'État africains qui essaient de se rebeller contre l'impérialisme et le colonialisme occidental. La pieuvre, eh ben, on les a tous traités de terroristes en fait. Et on justifie cela pour pouvoir aller dans les territoires, pour pouvoir en fait commencer à siéger dans les territoires et semer la zizanie. Donc l'État a vraiment réussi à parasiter leur image publique pendant que la communauté blanche moyenne était tenue éloignée par la peur. Parce que comme je vous ai dit à un moment donné, la communauté blanche moyenne a rejoint le mouvement. Tu vois, mais après, une fois qu'on s'est mis à dépeindre, je veux dire dans les années 60, la télé c'était Dieu. Aujourd'hui, t'as pas d'excuse en fait. Pour moi, t'as pas d'excuse pour être ignorant.
Et donc, une fois que tous les leaders là, ils étaient traumatisés, exilés et tout ça là, donc voilà, Yui, il est devenu paranoïaque, il soupçonnait tout le monde de trahison, il s'est replié sur lui-même et il va commencer à prendre des décisions contre les propres membres de son équipe et il va être abattu en 1989 par un membre de gang de rue. C'est tellement triste, quoi. C'est tellement triste. Et Bobby Seale, il va se tourner vers la politique traditionnelle. Il va se présenter aux élections. Il va quitter le Black Panther Movement dans les années 1970. En fait, il va être épuisé par les tensions internes et les harcèlements policiers. Donc voilà, il va se mettre en politique. Hein. Et Eldridge Cleaver devient de plus en plus radical. Il perd la confiance du mouvement. Il va s'exiler en Algérie et il va rentrer aux États-Unis désillusionné. Il renie certaines de ses positions passées et finit par devenir républicain. Est-ce que c'est pas triste ça? Donc ici, l'incarcération des membres du mouvement. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup vont être arrêtés et des accusations vont être fabriquées ou être exagérées pour les emprisonner. Et en fait, ces gens-là, ils vont même pas être emprisonnés parce qu'ils auraient été coupables ou ils auraient commis des crimes graves, mais parce qu'ils s'opposaient à un gouvernement qui écrivait les règles en fonction de leurs propres intérêts. Donc, c'est comme si tu joues à un jeu où l'adversaire décide des règles en cours de partie, selon ce qu'il arrange. Et comme cet adversaire détient le pouvoir, il s'assure que peu importe ce que tu fais, tu perds toujours. Voyez, c'était ça, peu importe. En fait, si il décide que tu vas être terroriste, tout ce que tu vas faire pour te défendre va être qualifié de terroriste. Il va faire les règles, il va créer des lois qui vont dans son sens. Et forcément, peu importe ce que tu vas faire, tu seras le méchant, puisqu'il détient le pouvoir et c'est lui qui décide. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Les lois ont été façonnées par ceux qui avaient le pouvoir, souvent au détriment des Noirs. Donc, ces lois ont été construites de façon à criminaliser la résistance, les mouvements politiques noirs ou même les comportements anodins dans la communauté noire, tout en protégeant les excès et abus du pouvoir blanc. Résultat, les prisons sont remplies de personnes noires jusqu'aujourd'hui aux États-Unis, non pas parce qu'ils sont plus criminels, mais parce qu'ils ont été ciblés par un système conçu pour cela. C'est l'État qui crée ces lois. Il crée ces lois, il a le droit de voler votre argent. Il a le droit de vous taxer sur taxe. Surtout la France, elle est championne dans ça. La Belgique également. Il y a plein de pays ici, là, qui te taxent, mais tu te dis, mais je suis esclave en fait. Ils te taxent tellement, mais ils font les lois. Parce que, mais ça c'est du vol clairement. Parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Donc tout ce que eux ils font c'est légal. Quand ils viennent voler ton argent. Une fois les leaders divisés, emprisonnés ou morts, le mouvement se désintègre et devient inoffensif. Comment cela a servi aux parasites, la désintégration du mouvement des Black Panthers? Tout cela a simplement permis de maintenir l'esclavage des Noirs, à maintenir l'esclavage en fait et le mode de fonctionnement du parasite, et également à maintenir son capitalisme et à nourrir son égrégore. Pour conclure, je me suis dit, bon voilà, comment briser le cycle du parasitage pour aller vers l'émancipation? Comment le faire? Comment ne plus se faire parasiter? Comment s'en sortir? Parce que c'est vraiment très difficile. Donc, en fait, le Black Panther Party a été l'une des tentatives les plus audacieuses de notre histoire moderne pour couper le lien du parasite entre le système oppressif et la communauté noire. Ils ont voulu nourrir, éduquer et protéger, éveiller les populations, mais comme tout parasite intelligent, le système a infiltré, affaibli et neutralisé la résistance. Non pas frontalement, mais de l'intérieur. Voilà, il est venu, il s'est servi de l'intérieur, etc. Comme d'habitude. Et en se servant des divisions, des peurs et des égos, en fait, des membres du mouvement. Donc, si nous voulons rompre définitivement ce cycle de parasitage, alors il faut comprendre ceci. Un parasite ne vit que si l'hôte l'ignore ou le tolère. Ok? Le parasite ne vivra dans ton corps que si tu ignores qu'il est là, ou alors si tu sais qu'il est là, mais tu le tolères. À cette époque, je pense qu'on sait tous qu'il y a un parasite en nous, ok? On le sait tous, il n'y a plus d'excuses. Donc là, maintenant, c'est-à-dire que tu choisis. Kanye West l'a dit, à un moment donné, quand ça devient de trop, ça devient un choix, en fait. Ça devient un choix. Il faut arrêter de choisir vraiment cela, par peur et, je ne sais pas, par conformisme, enfin, bref. Un peuple qui ne se connaît pas, ne s'aime pas, ne se protège pas, devient un hôte parfait au parasitage.
en tant qu'hôte, il faut vraiment qu'on décide de ne plus être des autres. Il faut qu'on coupe l'accès à nos ressources, à notre culture, à nos talents, à notre énergie. On lui coupe les vivres, on ne l'alimente plus, on ne prend plus les aliments dont il a besoin, on fait en sorte, on jeûne, on fait en sorte que le parasite là, il ne soit pas à l'aise chez nous. Il ne faut pas qu'il soit à l'aise en fait. Il faut bien sûr se réinformer et informer nos enfants qui sont dans l'ignorance qu'il y a un parasite qui est en eux et qui veut créer en fait la confusion. Les gens qui sont confus, nos frères et sœurs confus, il faut absolument qu'on leur apprenne leur histoire, qu'on leur apprenne leur héros, qu'on leur apprenne en fait le fait que les dégâts que le parasite a déjà fait et comment justement désapprendre en fait, enlever ces réalités, de savoir que c'est le parasite qui conduit ces comportements en toi. Si tu portes des perruques, si tu veux t'éclaircir la peau, la mélanine, ça se vend plus cher que l'or apparemment. Tu te dis, ces gens-là aujourd'hui sont occupés à mettre des crèmes, à prendre du glutathione, à prendre des produits pour enlever leur mélanine qui se vend à prix d'or. Et il y a des expériences scientifiques qui te montrent que les champignons qui ont résisté aux radiations chimiques, ces champignons qui ont résisté à la bombe atomique, c'était des champignons qui avaient de la mélanine. Ça vous dit quoi? Et vous voulez enlever cette mélanine comme ça là? Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Bref, donc voilà, il faut réapprendre sa langue, réapprendre en fait à s'approprier le soi, l'amour de soi, c'est important. C'est pour ça que le parasite, c'est ça. C'est pour ça qu'il fait tout pour que tu te détestes. Il fait tout pour que tu te détestes. Mais il faut qu'on réapprenne vraiment notre histoire et qu'on l'enseigne à nos enfants. Tu n'es pas un poisson dans un arbre, tu retournes dans la mer, c'est tout. Et il faut arrêter d'attendre la validation et les solutions qui viennent de l'extérieur. Il faut également qu'on reconstruise notre économie noire qui est réfléchie par des Noirs, adaptés à des Noirs. Il faut arrêter de tendre la main à l'Occident pour que l'Occident veuille nous nourrir de ses miettes. Et il faut vraiment qu'on s'associe avec nos frères et sœurs et qu'on consomme en fait la nourriture qui nous ressemble. Je vais faire une vidéo. Avant cette vidéo-ci, je voulais faire une vidéo sur le docteur Sebi. Parce que récemment, je regardais une émission aussi sur le docteur Sebi. Il faut savoir que j'ai connu ce monsieur-là il y a 5-6 ans aussi. À l'époque, plus ou moins, où j'ai connu le feu Ndumbi Fakoli. Donc voilà, je recherchais en fait une alimentation qui était adaptée aux Noirs. Il y a une alimentation qui est adaptée à nous, l'alimentation non alcaline. Il y a des produits qui ne sont pas faits pour tout le monde. Dieu aime la diversité. Comme je vous dis, un terreau qui est fait pour une plante n'est pas fait pour l'autre. Un animal qui vit dans l'eau n'est pas fait pour vivre dans les arbres, etc., etc. C'est comme ça. Je veux dire, on a beau dire oui, on est tous des comment dire, de la race humaine. Il y a les éléphants d'Asie, d'Afrique, ils se nourrissent pas pareil. Donc on est tous humains, mais on a tous des besoins spécifiques et scientifiquement, nos ADN, on est différents. Il y a plein de choses qui sont complètement différentes des blancs et des noirs. Mais on veut juste tous nous standardiser. On n'est pas standard. Il faut arrêter. Tout comme le noir et la femme et l'homme est différente, que ce soit dans toutes les communautés, il faut arrêter de dire ouais, moi je peux faire tout comme un homme. On est différents. Si Dieu a voulu nous créer comme ça, c'est qu'il a une raison. Donc il est temps aussi également de guérir de nos traumatismes. Parce qu'il y en a dans la communauté, il y a tellement. Vous avez vu ce que Yui il est devenu une fois sorti de prison. Eldridge, ce qu'il est devenu quand il est sorti de prison. C'est que les traumas qu'on a, la violence qu'on a subie, s'est imprégné dans notre ADN. Et on le transmet dans nos familles, on le transmet dans... Il faut vraiment qu'on se débarrasse des toxines que le parasite a créées en nous, dans notre cerveau, et qu'on croit vraiment que notre présence sur Terre, elle est méritée, et qu'on soigne vraiment cette haine qu'on a de nous-mêmes, qu'on soigne nos blessures, qu'on soigne nos peurs, et qu'on a hérité en fait. Donc il faut également préparer, comme je l'ai dit, l'enfant. Nos enfants, c'est notre futur, c'est notre avenir. Et pour cela, je suis en train de préparer un gros projet justement par rapport aux enfants. Donc là, je m'adresse aux parents, mais vraiment, je vais commencer également à m'adresser directement aux enfants. Le projet il se prépare et j'espère que bientôt, je pourrai vous en parler vraiment de manière libre, etc. Parce que vraiment, les enfants, c'est notre futur. Il ne faut pas qu'ils naissent comme des esclaves déjà, parce que beaucoup d'enfants africains, ils naissent déjà avec des idées préconçues d'esclavage. Rappelez-vous, dans une de mes vidéos là, sur la représentation du noir dans les médias, je vous parle de l'expérience des poupées qui est actuelle jusqu'aujourd'hui. Ils ont refait cette expérience récemment aux États-Unis. Toujours les mêmes conditions. Une poupée noire, une poupée blanche et on dit à la petite noire quelle est la
quelle est la poupée la plus belle? Bien sûr, c'est la blanche. La plus intelligente, c'est la blanche. La plus avec qui tu veux être ami, avec qui tu veux jouer, la blanche. Et la poupée qui est la plus moche, qui est la plus passage, etc. Blanc comme noir choisit tous les attributs négatifs pour le noir et tous les attributs positifs pour la poupée blanche. Tous. Ça doit nous faire réfléchir. Et c'est des sujets qu'on n'aborde malheureusement pas avec nos enfants. Donc, il faut vraiment qu'on leur donne les outils pour penser, pour créer, pour se défendre et se choisir. Vous avez vu ma vidéo précédente sur la célébration de la journée de l'enfant africain. C'est important de pouvoir célébrer nos enfants. Et il faut vraiment se souvenir qu'on est des filles et des fils d'Afrique. On n'est pas des esclaves. Notre histoire ne commence pas par l'esclavage. On est des esprits libres. On n'est pas une ressource. On n'est pas des outils. On ne mendie pas la liberté. On arrache avec conscience, stratégie et surtout unité. Tant que nous n'aurons pas guéri de notre rapport à nous-mêmes, le parasite trouvera toujours une porte d'entrée. Alors, la vraie révolution commence ici. Quand l'autre ouvre les yeux, le parasite est détruit. When I leave, you can remember I said, with the last words on my lips, that I am